Bonsoir à tous, bonsoir de Jérusalem, doublement de Jérusalem puisque notre invité ce soir est aussi de Jérusalem. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Ronit Cohen-Simoni, dont je vais présenter un petit peu la conférence dans un instant. Je voudrais vous remercier de votre fidélité. On ne compte plus maintenant nos rendez-vous depuis bientôt 10 mois. Je crois qu'on a commencé quasiment à Purim l'année dernière, à un rythme de deux rencontres par semaine. Et je salue nos fidèles abonnés. Je crois que Eric Benetas de Pau, qui est au centre de l'écran, que je félicite pour, je pense, probablement la majorité absolue de toutes nos rencontres, et les autres que je ne cite pas évidemment. Le rendez-vous de ce soir est organisé par l'Organisation sioniste mondiale, par les départements de la promotion de l'ALIA et des activités sionistes. Et je salue les co-organisateurs Naftali Lévy de Jérusalem et Yasmine Manahem, qui organise brillamment tous ces rendez-vous avec vous. On vous parlera tout à l'heure de notre rendez-vous de dimanche et qui est la directrice de nos programmes à Paris. Voilà, ce soir, quelque chose de très particulier, que je crois qui s'approche peut-être pas forcément que la paracha de la semaine, mais pas loin en tout cas, puisqu'on va vous parler un petit peu des rêves. Ronit a très joliment dénommé sa présentation Voyage initiatique de Jérusalem à l'inconscient. Alors, Ronit va se présenter tout à l'heure, mais juste pour vous dire que c'est une ancienne Ola de France, qui est maintenant intégrée en Israël depuis de très nombreuses années et qui est spécialiste dans l'analyse et l'interprétation des rêves. Et voilà, on va essayer avec elle un petit peu de mieux comprendre ce domaine qui interpelle, j'allais dire, un petit peu tout le monde. Ronit, si tu veux bien d'abord, dans un premier temps, nous raconter en quelques instants ton parcours, j'allais dire d'abord de Paris à Jérusalem, avant de partir de Jérusalem à l'inconscient. Bonne soirée à tous et merci. Merci. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Il y a quand même du plus et des bons à ce confinement insupportable. On essaye d'en trouver un petit peu. Donc voilà, je m'appelle Ronit. J'ai fait mon alia il y a cela bien longtemps, vers l'âge de 15 ans. Et je suis venue avec un des programmes, donc je viens de découvrir que c'était un des programmes quand Avisana était chaliach en France, d'après ce que je comprends, un des programmes des jeunes étudiants qui venaient en Israël et qui continuaient à passer leur bac français en Israël. Donc, je suis arrivée à l'âge de 15 ans, j'ai fait ma première terminale en Israël, dans une bulle un peu francophone, on va dire ça comme ça, puisque je continuais mes études en français, bien que j'étais ici. Et puis, petit à petit, donc après mon bac, j'ai fait une année de Shirut Leumi. J'avoue que j'avais un peu peur parce que j'étais encore dans ma petite bulle. Donc, mon Shirut Leumi, pour le faire simple, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est mon service national. Voilà, dites-moi si jamais. Vous pouvez utiliser le chat et poser des questions, bien sûr. Donc, j'ai fait mon service national pendant 1 an. J'avais peur de l'hébreu, j'avais encore peur de me lancer dans la société israélienne. Il faut dire que j'étais seule, j'ai fait mon alia toute seule. Et donc, je suis restée un peu dans cet internat et je suis devenue madricha dans l'internat. Et ensuite est arrivée la réelle étape d'intégration, l'université. L'université, les psychométriques. J'avais pour rêve d'être psychologue ou juge. Je n'ai pas eu les psychométriques ni pour la psychologie, ni pour être juge. Et à l'époque, bien entendu, j'avais mes parents qui me disaient surtout, tu perds pas 1 an, il faut avancer, il faut avancer. Et donc, je suis rentrée et j'ai fait un Toar Rishon de travail social, d'avoda socialiste, très triste de ne pas pouvoir être psychologue. Mais Israël comme en Israël, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Israël, il y a quelque chose que petit à petit j'ai appris, c'est que tous les chemins mènent à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que si on ne prend pas la voie directe, il y a toujours différentes voies
et on réussit, quand on le veut bien sûr, à atteindre ce qu'on veut. Et donc, petit à petit, à la fin de mon Toar Rishon, en parallèle, je me suis mariée. À la fin de mon Toar Rishon, j'ai bifurqué et je suis passée vers ce qui s'appelle la criminologie appliquée, c'est-à-dire en fait être psy pour les personnes qui sont délinquants, etc. Ce qui m'a permis de rejoindre la psychologie de manière un peu différente. Voilà, je me suis spécialisée ensuite dans la psychothérapie, dans la spécialité des toxicomanies, de tout ce qui est dépendance, etc. En parallèle, j'ai commencé à travailler. Donc, je vous dis pas que c'était simple, hein. Je me souviens encore ma première année à l'université où j'avais mes dictionnaires ouverts en essayant de comprendre chaque phrase. Et même avec les dictionnaires, je ne comprenais rien. Et puis, je sais pas, je pense qu'il faut juste persévérer parce qu'au bout d'un moment, il y a eu un déclic et petit à petit, l'hébreu est venu comme ça. Je vous dis pas non plus que je fais pas de fautes en hébreu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, après de nombreuses années, même quand je fais des conférences. Mais j'ai appris et je me suis rendu compte qu'il fallait tout simplement lâcher prise et que la plupart des Israéliens sont au lim de quelque part et qu'il n'y a aucun problème de parler l'hébreu, même s'il n'est pas un hébreu juste, et que si on veut avancer, eh bien voilà, on peut avancer. Aujourd'hui, je suis je suis psychothérapeute jungienne. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Jung, nous avons deux grands courants qui en sont connus. Nous avions Freud, bien entendu, qui nous a apporté l'inconscient, et Jung qui était son élève et qui a un peu développé l'inconscient à sa manière à lui en parlant d'inconscient collectif. On y reviendra bientôt. Et donc, je suis devenue psychothérapeute et psychanalyste jungienne. Et en parallèle, étant donné la criminologie, bien sûr, je dirige un centre pour détenus, un centre de réinsertion, en fait, pour détenus. Ce sont des détenus qui ont un très haut taux de récidivisme. Donc, ce sont les compliqués, on va dire, ceux qui sont 20 ans, 30 ans en prison, et qui sortent et qui ne peuvent pas sortir d'un jour à l'autre, bien entendu, et donc ils viennent dans mon centre. Et nous avons tout un tas de thérapies, de réhabilitation, etc., pour que petit à petit, en 21 mois exactement, petit à petit, ils rentrent à nouveau dans la société, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau du travail, etc., etc. Voilà. J'ai 3 garçons, je vis à Jérusalem et je suis une passionnée du rêve. Je pense que depuis toute petite, le rêve a été pour moi une genre de fuite et c'est resté quelque part. Aujourd'hui, j'ai un journal de rêve. J'écris tous les matins, en tout cas j'essaie d'écrire tous les matins mes rêves. Et être capable de regarder non pas que le monde extérieur, mais aussi ce qui se passe et ce qui se joue dans le monde intérieur est d'une richesse impressionnante. Et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais essayer de partager avec vous ce soir. Voilà, c'est vraiment bizarre quand c'est si calme. En fait, je ne vous entends pas. Donc, je regarde un tout petit peu s'il y a des questions. Donc, à chaque fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas, d'accord? Ce qu'on va faire ce soir, c'est ce que je vous propose. C'est que tout d'abord, donc on n'a pas beaucoup de temps, nous avons à peu près 1 heure et quelques à peine. Ce que je vous propose, c'est comme ça. Tout d'abord, je vais vous donner vraiment une petite introduction à l'analyse de rêve. Posez des questions si vous voulez. On les laissera les questions pour la fin parce que je veux vraiment qu'on puisse essayer de faire une analyse en ligne, comme ça, telle qu'elle. Donc, tout d'abord, je vais faire une introduction à l'analyse de rêve. Je vais surtout parler de choses importantes à comprendre avant de rentrer dans le vif du sujet. Et puis ensuite, ce que je propose, donc, c'est que l'un de vous soit courageux et se propose à apporter un rêve. On va préférer un rêve court et le plus, pas trop ancien, le plus proche du jour le jour. Parce que souvent, quand on apporte un rêve très ancien, comme par exemple, si je vous disais, j'ai rêvé quand j'avais 15 ans à mon adolescence d'un rêve, alors le rêve, si jamais on l'analyse, il est bien pour la gamine de 15 ans.
Donc, moi, j'aimerais que ce soit adapté à qui vous êtes aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ce que je propose. Et puis aussi, on laissera quand même 10 minutes où on pourra ouvrir les micros à la fin pour avoir un retour, etc., des questions, etc. D'accord. Ce que je ferai aussi, comme ça, je vais essayer de vous expliquer ce que je vais faire quand j'analyserai le rêve de la personne. Donc, la personne va pouvoir parler, on va l'entendre. Et ce que je ferai, c'est qu'à chaque fois, je ferai un arrêt et je vous expliquerai en fait qu'est-ce que je fais, quel est mon cheminement, qu'est-ce qui se passe pour que chacun puisse suivre un petit peu. Et ce que je vous propose aussi, c'est que peu importe si c'est vous qui amenez le rêve ou si vous n'êtes que spectateur du rêve ou contemplateur, parce que nous allons tous contempler le rêve ensemble, essayez de réfléchir à où est-ce que pour vous ce rêve fait écho. Parce que quand quelqu'un apporte un rêve, et si nous sommes tous là ce soir, ben je crois que ce n'est pas par hasard. Et que souvent, tout ce que nous découvrons ou nous rencontrons dans notre vie n'est pas un hasard et peut faire écho à nous. Donc, même si ce n'est pas vous qui travaillez le rêve, nous allons tous travailler ce soir. Voilà. J'espère que c'est clair. Alors, je vois déjà qu'il y a une question qui me dit, pour moi, j'ai du mal à me souvenir de mes rêves. Donc, je vais déjà répondre à cette question. On va commencer par là. Il y a des personnes qui viennent en consultation et qui me disent, écoutez, madame, moi, je ne rêve pas. Alors, nous rêvons tous. On va commencer par là, nous rêvons tous. Aujourd'hui, nous avons une capacité au niveau, grâce aux électroencéphalogrammes, c'est comme ça qu'on dit en français. Excusez-moi si des fois mon français n'est pas super. Du coup, ni le français ni l'hébreu, c'est ça. C'est comme ça quand on est Olé Khadash. Toute sa vie. Moi, je m'appelle encore Olé Khadash. Donc, nous rêvons tous, bien entendu. Simplement, souvent, nous ne nous souvenons pas de nos rêves. Alors, il faut savoir que le rêve, quand on s'en souvient dès le matin quand on se réveille et que très vite, il va disparaître. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je les écris. Je propose à mes patients des fois de les enregistrer parce que ça disparaît très vite, on ne s'en souvient plus. Et oui, malheureusement, le fait qu'aujourd'hui, nous sommes une société qui est totalement dirigée vers l'extérieur de nous, nous sommes tout le temps sollicités par notre monde extérieur, par le matériel, etc. Et personne nous dit que le rêve est important, personne nous dit prends le temps de regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et du coup, parce que nous ne prenons pas ce temps-là, ou nous ne mettons pas le rêve comme une part de nos vies au jour le jour, nous avons du mal à nous en souvenir. Mais très souvent, il suffit qu'on aborde le sujet. D'ailleurs, vous ferez chacun chez vous, vous essayerez de faire l'expérience. Dès qu'on aborde le sujet, et bien tout d'un coup, on s'en souvient. J'ai beaucoup de patients au départ qui arrivent, qui ne se souviennent d'aucun rêve, mais le fait que je leur dise est-ce que vous avez rêvé cette semaine, et bien au bout de 1 ou 2 semaines, tout d'un coup, ils se souviennent de leur rêve. Donc c'est juste, c'est comme si qu'on avait un muscle qu'on n'utilisait pas et du coup on ne le ressent pas. C'est pareil avec le rêve. Si jamais on était plus porté vers l'intérieur, on réussirait à s'en souvenir bien plus souvent. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il faut écrire ses rêves dès qu'on se réveille. C'est pas obligé, on peut aussi les enregistrer, comme je dis. Mais souvent, c'est plus sympa de les écrire parce que ça va disparaître et quand on va vouloir un tout petit peu contempler plus profondément le rêve, on ne se souviendra pas de ce qu'il y avait, ou pas tout en tout cas. Allez, maintenant j'y vais parce que le temps passe vite et je répondrai aux questions à la fin de cette première partie d'introduction. Voilà, tout le monde est avec moi? Oui, faites des signes, quelque chose. Ok. Alors, déjà, ce qui est très intéressant, c'est que nous dormons tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose par nature qui nous oblige tous les jours à lâcher prise. Le moi conscient, notre ego, qui se croit maître de tout, bien entendu, parce que nous avons envie de tout gérer dans nos vies et nous pensons que notre moi conscient est la seule entité qui vit sa vie, qui dirige sa vie. Eh bien, ce cher moi, même pour les plus grands dirigeants du monde, s'endort la nuit. Nous lâchons tous prise.
comme si que le monde vivait tout seul, de temps en temps, pendant ces heures-là de la nuit. Et cette chose-là est une chose très importante parce qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est que, enfin, à ces moments donnés, il peut se réveiller une autre entité que nous ne connaissons pas tous, une autre entité en nous, un autre continent, un autre monde que le monde du matériel, et c'est notre monde intérieur, ce que Freud a découvert, un nouveau continent qui s'appelle l'inconscient. Et donc la grande question, c'est ok, l'inconscient, on sait tous un peu, on a tous entendu parler de notre inconscient, des choses qui sont refoulées à l'intérieur de nous, etc. Mais est-ce qu'il a une réelle fonction? Est-ce qu'il est vraiment important? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on prenne le temps, par exemple, aujourd'hui, ce soir, de regarder, de voir quel est ce monde d'inconscient, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il nous apporte? Donc ça, c'est la grande question. Nous savons en tout cas que lorsque nous dormons, notre corps est complètement à l'arrêt. Et par contre, il y a tout d'un coup une agitation mentale au moment du rêve. Donc, est-ce que cette agitation mentale, elle est là juste pour comme, je sais pas, comme une machine à laver, pour nettoyer un peu toutes les pensées, toutes les ressentis que nous avons eus? Ou est-ce que cette agitation mentale a une logique à elle, propre à elle, qui serait intéressant de comprendre, ce qui est le rêve? Donc, ce rêve-là est la voie directe à notre inconscient. Alors, je ne sais pas si, évidemment, c'est pas pour rien que vous êtes là ce soir. Le rêve nous interpelle, il est mystérieux, il a toujours été mystérieux. Depuis la nuit des temps, pour toutes les civilisations, le rêve, c'était quelque chose d'extrêmement important, surtout à l'époque. Il y avait des croyances qui disaient que c'était les dieux, le Dieu, qui venait nous parler à travers nos rêves, nous dire ce que nous devrions faire à travers nos rêves. Donc la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui encore nous avons cette croyance? Dans la Torah est peuplée de rêves, exact, que ce soit Jacob, que ce soit Yosef, les rêves de Yosef, Pharaon, Daniel, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, c'est comme ça qu'il a construit le temple. Enfin bref, nous avons une tonne de rêves dans la Torah. Et pas que. La Gemara, le Talmud, nous parle des rêves. D'ailleurs, c'est dans le Talmud qui est écrit, alors je vous le dis je vous le dis, Chalma de la mefasher ke agarta de la makri. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un rêve qui n'est pas interprété serait comme une lettre qui n'a pas été lue. Donc c'est un message. C'est quand même interpellant. Donc on aimerait savoir quel est ce message. De la même manière, à part ça, ce qui est très intéressant, Rashi nous dit Shekol achalomot olchim achar apitaron. Ce qui veut dire que tous les rêves vont suivre l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rêve va s'interpréter de la manière où je l'ai interprété. Alors, du coup, alors c'est bizarre. Bon, c'est ça qui est beau dans le Talmud, on a toujours quelque chose et l'inverse et on comprend plus rien. Et c'est très intéressant. Ça veut dire en fait que ce qui est important, c'est choisissez la personne qui va vous interpréter le rêve. Il faut que ce soit quelqu'un de positif, de bienveillant, parce que l'interprétation, du moment où nous allons mettre des mots sur le rêve d'une personne, ça va influencer le sens du rêve. Un peu comme par magie. Oui, nos mots, alors ce n'est pas que notre inconscient qui a une force. D'un côté, nous avons la force, la puissance de l'inconscient, mais de l'autre côté, nous avons la puissance de nos propres mots qui sont posés sur quelque chose et qui vont du coup le transformer à sa manière. Vous connaissez la phrase des magiciens. Qu'est-ce qu'ils disent? Abracadabra. Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'ailleurs, abracadabra, dans plein de langages, ils disent abracadabra. Et c'est quoi? C'est de l'hébreu. Abera, kedabra. C'est-à-dire que ça va se créer, la bria, comme Bereshit, la création à travers la parole. Donc oui, la parole est très importante. Et pour interpréter un rêve, il faut toujours vérifier que la personne qui va vous aider à l'interpréter soit extrêmement bienveillante.
Et nous sommes tous ici des personnes bienveillantes, bien entendu, donc on ne s'inquiète pas sur la personne, surtout celle qui veut que ça ne la décourage pas à venir raconter son rêve. Alors, autre chose importante à dire, c'est très bien. On a parlé des civilisations. Alors, si je vous parle un tout petit peu, depuis l'Égypte antique, on a retrouvé, des archéologues ont retrouvé des livres de rêves datant de 2000 ans avant Jésus-Christ en Grèce antique. Il y avait des temples pour aller rêver. Il y avait des temples, les archéologues ont retrouvé énormément de temples à travers la Grèce où les personnes se déconnectaient de leur famille et allaient rêver 3 jours, 1 semaine pour guérir psychiquement, mais même physiquement. Donc vraiment, le rêve avait une énorme croyance. Et ce que je pose comme question, c'est est-ce qu'aujourd'hui nous y croyons encore, que le rêve est important? Alors, oui, non, chacun a sûrement une idée là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que si nous y croyons un peu, c'est surtout parce que le rêve ne nous laisse pas indifférents. C'est-à-dire que je suis sûre que vous tous, vous avez déjà eu des matins où vous vous disiez, oh là là, mais c'est quoi ce rêve que j'ai fait? Je veux dire, il nous réveille, il nous fait prendre conscience de quelque chose qu'on ne sait pas trop parce qu'on ne comprend pas toujours, mais ça ne nous laisse pas du tout indifférents. Et en général, souvent on me dit, oui, mais est-ce que tous les rêves sont importants? Alors, il y a des personnes il y a des tendances qui disent, oui, chaque rêve est important. Moi, j'ai plus tendance à dire que les rêves importants, c'est les rêves qui vont interpeller notre conscience. C'est-à-dire que si je me réveille le matin, et déjà je m'en souviens, donc déjà, mon rêve a voulu que mon conscience se souvienne du rêve, il me dit, réveille-toi, c'est impressionnant, mais c'est quand on dort que, en fait, notre inconscient nous dit, réveille-toi. Maintenant qu'il n'y a plus de bruit à l'extérieur, prends conscience de telle ou telle chose. Et en général, les rêves qui nous interpellent le plus sont les rêves importants, en tout cas pour nous personnellement. Ce sont les rêves qui valent le coup d'être un petit peu contemplés un peu plus profondément. Donc voilà. De plus, il y a souvent, alors, la croyance vient aussi du fait des rêves prémonitoires. Il y a des fois des personnes qui disent, moi j'ai une capacité, je rêve un truc, tac, demain ça se passe. Alors, est-ce qu'il y a des rêves prémonitoires? C'est une question un peu compliquée parce qu'on peut y répondre que, alors je ne connais pas le mot en français, bédiavad. Je ne sais pas comment on dit. Celui qui... Après que ça se passe, on dit, ah oui, ben j'avais rêvé que. A fortiori. Donc la question du rêve, comment on dit? A fortiori. A fortiori, voilà. Exact. Et donc, corriger a posteriori peut-être, oui. A posteriori. Ah ah, cours de français. En tout cas, on peut y répondre après que le fait soit fait. Donc, est-ce qu'un rêve est vraiment prémonitoire ou pas? Je pense que la réponse est claire si nous comprenons ce qu'est l'inconscient. Et là, je vais un peu rentrer un peu plus profondément dans ce qu'est l'inconscient. L'inconscient, encore une fois, selon la vision jungienne et pas freudienne, je ne suis pas freudienne, bien que Freud nous a permis toute cette avancée. Et donc, l'inconscient, il est quelque part à la base de nos vies. C'est-à-dire qu'il y a l'inconscient est là avant que notre conscience arrive. Pensez à un bébé qui naît, il n'est pas conscient de lui-même. Il ne sait pas dire « moi, je suis moi-même dépendant de vous ». Il est complètement inconscient, il vit sans conscience de lui-même. Petit à petit, il y a la conscience qui va émerger. D'ailleurs, on voit ça chez les enfants quand ils commencent à dire « non, moi ». Ils disent leur prénom, c'est moi qui veux. Petit à petit, la conscience va émerger de cet inconscient. Et dans cet inconscient-là, il y a et mon vécu à moi, et des choses que je ne veux pas me souvenir, ou des choses refoulées, qu'en grandissant, je vais repousser à l'intérieur comme une cave, comme si on avait tous une cave, et nous mettions au fond de notre cave des choses de notre vécu qui sont traumatisantes, dont nous ne prenons pas conscience, des traits de caractère ou des traits de personnalité dont nous n'avons pas conscience. Par exemple, je ne sais pas, je suis une artiste,
mais dans ma famille, tout ce qui est côté artiste, c'était complètement tabou. Donc, du coup, ce trait de caractère, je l'ai enfoncé dans mon inconscient. Des pulsions qui sont mal vues par la société, qu'elles soient sexuelles ou qu'elles soient violentes, que je vais repousser dans mon inconscient. Donc ça, c'est un peu Freud. Mais Jung dit oui, mais l'inconscient était avant mon histoire personnelle. Alors, il y avait quoi là-dedans? Et donc, Jung vient et parle d'inconscient collectif. C'est-à-dire que nous serions tous baignés dans un inconscient collectif qui comprend toute la sagesse de l'humanité depuis la nuit des temps. Tout ce qui a pu se passer, tous les traumatismes depuis Bereshit Bara, et même avant, parce qu'il paraît qu'il y avait des mondes avant qui ont été tentés. Tout ça est en nous. Donc, en fait, on a une infinité, un monde qui est complètement infini à l'intérieur de nous. Un monde intérieur infini qui comprend le collectif, le culturel. Par exemple, le fait d'être juif, quelque part, nous avons tous un inconscient collectif de ce qu'est être juif, qui va nous pousser, qui va jouer qui va pousser vers nos choix de vie même. Le juif errant, ça fait écho en nous, même si quelqu'un n'est pas juif errant aujourd'hui. Donc ça, c'est donc collectif, ensuite culturel, etc., etc. Et petit à petit, nous avons l'inconscient personnel. Donc ça, c'est toutes les couches de l'inconscient. Donc le rêve prémonitoire, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un rêve qui tout simplement voit plus loin que ce que moi, mon moi complètement étriqué peut voir. Et étant donné qu'il a une vision si grande, et puis l'inconscient n'a pas de temps, il n'y a pas d'histoire de temps. Le temps, c'est quelque chose de très de matériel dans nos vies d'aujourd'hui. Et donc, il peut plus clairement voir tous les enjeux et toute la dynamique de ce qui se passe dans notre vie et du coup, prévoir de manière totalement logique ce qui va pouvoir se passer. Mais pour nous, à notre vision petite à nous, c'est impossible d'avoir cette prémonition. C'est pareil pour les médiums, par exemple. On parle souvent des médiums. Comment ils devinent ce que l'autre... Eh bien, ils sont plus connectés à cet inconscient collectif qui nous relie tous. Donc, du coup, c'est comme si nous avions un bassin, nous étions tous dedans. Et donc, le médium, à travers cet inconscient collectif, réussit à se connecter à l'autre. Nous sommes en gros tous connectés. Alors, je regarde un tout petit peu s'il y a des questions importantes. Oui, j'ai pas dit à l'envers, à la fin. Ah bon, très bien. Pour l'instant, je ne vois pas de questions trop... Aussi, là, il y a beaucoup de questions que je n'avais pas tournées. Alors, à la fin, je réponds aux questions. Je continue. J'espère finir dans 5 minutes. Ensuite, je répondrai aux questions et on passera à un... L'autre chose importante quand on parle d'inconscient, c'est qu'on comprenne qu'en fait, il y a plein de personnalités, plein de personnes en nous. Comme il y a un monde à l'extérieur et des personnes qu'on rencontre à l'intérieur, il y a un monde intérieur avec des personnes en nous. Mais il y a une personne très importante que j'aimerais en fait vous présenter et que souvent on rencontre à travers nos rêves. Et cette personne, c'est en fait l'autre. Très souvent, on parle de acher en hébreu, l'autre. Et l'autre de moi-même, c'est donc une entité qui est à l'intérieur de cet inconscient. On l'appelle, en psychanalyse, on l'appelle le soi. Le soi, ça serait comme si qu'il y avait en moi une autre personne qui a cette connaissance de l'inconscient collectif, qui me connaît extrêmement bien dans mon ADN, pas simplement physique, mais dans mon ADN de qui je devrais devenir, pourquoi je suis sur Terre. Et ce soi-là, il a une fonction qui va me pousser de l'intérieur vers ce que je dois advenir, quelle est la meilleure version de moi-même pour être vraiment la personne que je suis censée être dans ce monde-là. Les personnes croyantes, si jamais maintenant je parle de personnes qui sont un peu croyantes, on pourrait dire que c'est l'étincelle divine, Anitzot Eloki, la part de moi qui va tout le temps me pousser de l'intérieur pour que je puisse réaliser ce que je dois faire dans ce monde-là. C'est ça la signification, le sens du fait que chacun d'entre nous est né.
et est censé faire quelque chose. Ce soi-là, il n'est pas un soi personnel. C'est vrai que personnellement, il va me pousser à mon individuation. Mais il est collectif, puisqu'on a parlé de inconscient collectif. Il est aussi là pour pousser l'humanité à se développer et à sans arrêt avancer vers quelque chose de plus apaisé et de meilleur. Si on regarde, l'humanité avance extrêmement doucement. Pourquoi extrêmement doucement, malheureusement? Parce que nous avons tendance à reproduire les mêmes schémas sans arrêt. Nous avons du mal à nous individualiser. Le Rav Kook parlait de Atzmiyut, si on parle du soi. La Atzmiyut de la personne. Donc c'est en fait cette entité et ce soi-là nous pousse de l'intérieur et nous pouvons le rencontrer. Donc en fait, contempler nos rêves, c'est aller à la rencontre d'un autre qui s'appelle le soi et qui est là pour nous dire qui nous devrions être vraiment. Très souvent, nous le savons à l'intérieur de nous-mêmes. Mais malheureusement, le moi, le conscient, l'ego, est poussé par plein d'autres intérêts. Le statut, l'argent, être aimé, etc., etc. Et donc, le moi qui devrait être au service du soi et mettre en œuvre ce que le soi me dit de faire, des fois, il se dit, bon, je vais pas l'écouter, de toute façon, je sais pas qui il est, je prends les rênes, c'est moi le maître, à propos de notre ego. En général, nous allons avoir des synchronicités, des chemins de vie qui font que ça va nous bloquer pour que nous puissions avancer vraiment vers notre réel chemin. Le rêve nous permet de le faire. Voilà, une dernière petite chose que j'aimerais vous dire, et ensuite je passerai en revue vos questions et je verrai s'il y a des choses importantes, c'est que le rêve a un langage à lui. Le rêve ne parle pas notre langage, ni le français ni l'hébreu. Il a un langage à lui très particulier. Ce langage est un langage magnifique. Pourquoi? C'est un langage qui s'appelle langage symbolique. Pour comprendre nos rêves, il faut en fait tout doucement apprendre un nouveau langage, le langage symbolique. En fait, si on y réfléchit un petit peu, le langage symbolique, c'est le langage qui est bien antérieur à la langue dialectique qu'on connaît. Il y a un mot, on regarde dans le dictionnaire, par exemple, on parle d'une pomme. Si je vous dis pomme, on regarde dans le dictionnaire si jamais on ne parle pas la même langue, mais pomme, il y a une définition et une seule à la pomme, claire et nette, et du coup, nous nous comprenons. Mais cette définition est claire et nette, statique. Alors qu'en langage symbolique, si je prends le symbole de la pomme, elle peut être énormément de signification. Ça peut être la pomme. Si jamais maintenant je vous disais à vous, chacun de vous, c'est quoi la pomme pour vous? On aurait je ne sais combien de significations différentes. Pas du tout une seule. Pour moi, ça me fait penser au régime. Excuse-moi, c'est très bateau, mais quand on parle de pommes, je pense régime. Exact, je vois quelqu'un qui me fait comme ça, Irena. Et comment ça s'appelle là? Le tir où on lance la flèche sur la pomme. Voilà, la pomme, ça peut être la pomme d'Adam et Ève, le fruit défendu. Ça peut être la pomme de Apple, les ordinateurs, la technologie. C'est-à-dire que la pomme va prendre différentes significations. C'est ce qui est magnifique dans le langage symbolique, c'est qu'étant donné que le symbole... Alors j'avais un grand professeur que j'aime beaucoup, qui disait en hébreu, alors je vais le dire en hébreu et puis après je vais vous le dire en français, parce que j'aime dire en hébreu, il disait « Asemel, le symbole, Tamid ere mashmaou ». Il est tout le temps enceinte, en gestation d'une nouvelle signification. Et du coup, quand on parle un langage qui sans arrêt est en transformation, eh bien, ça nous permet à nous aussi sans arrêt d'être en transformation. Si nous avons des blocages, eh bien, ça se défait, ça se débloque et du coup, ça permet une fluidité et une transformation personnelle, un développement personnel, une avancée. C'est ce que le langage symbolique, lorsqu'on contemple nos rêves et qu'on voit comment il nous parle, qui nous permet de réaliser beaucoup plus, beaucoup moins de statique et de bloquer et beaucoup plus
de développement et de transformation, tout le temps de plus en plus positive. Voilà. Quoi d'autre? Voilà. Je vais juste terminer. J'ai peut-être oublié des choses, mais on n'a pas beaucoup de temps et j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps pour un rêve. Je vais juste terminer par vous dire encore 2 mots en hébreu. Ce n'est pas par hasard qu'en hébreu, rêver, ça se dit chalima, la rêverie, et guérir, achlama. Chalima ve achlama, ce sont 2 mots, guérir et rêver. Enfin, la guérison et la rêverie, je ne sais pas comment on dit en français exactement, sont 2 mots qui ont les mêmes racines. Chet, lamed men. Et ce n'est pas par hasard, car le rêve nous permet une transformation, une guérison. Et voilà. Alors, je passe en revue vos questions. Yasmine, si jamais il y a un truc qu'il faut que je sache, c'est que tu vois que je suis complètement à côté de la plaque, tu me tiens au courant. Je passe les questions en revue, je regarde vite fait. J'ai fait mon alia depuis quand, donc aujourd'hui. Est-ce que tu vas donner quelques axes, parce que je pense que dans la dimension du rêve, hein, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je vois qu'il y a déjà des questions concrètes. Est-ce qu'on peut donner 2, 3, 4 grands axes de rêve qui s'orientent toujours vers quelque chose de précis? C'est-à-dire que si les gens rêvent de dents ou de nuit, ça veut dire… Alors, je vais répondre à ça. C'est très important comme question. Alors, c'est vrai vous êtes tous au courant qu'il y a des dictionnaires de symboles. Je viens de parler des symboles, des dictionnaires de symboles, et donc ce qu'ils appellent des dictionnaires de rêve. J'ai rêvé d'une échelle, j'ai rêvé des dents qui tombent, je vais regarder dents qui tombent, ça veut dire, une échelle, ça veut dire, etc., etc. Alors, ce n'est pas du tout comme ça qu'on arrive à une réelle analyse de rêve. C'est du n'importe quoi. Excusez-moi de dire ça de manière très crue. Et pourquoi? Alors, ce n'était pas du n'importe quoi à l'époque. C'est-à-dire qu'on peut trouver encore des symboles de rêve dans la Kabbale ou dans… Parce qu'à l'époque, nous étions tous très proches de l'inconscient collectif dont je vous parle. Donc, collectivement, pour tout le monde, les dents qui tombent, ça voulait dire quelque chose. Nous étions tous presque un. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement éloignés de notre inconscient collectif. Nous avons tellement un passé lourd de l'inconscient et des blocages de notre génération transgénérationnelle, de nos familles, parce que c'est tout ça que nous portons en nous. Que le symbole, on ne peut que comprendre, si j'ai rêvé d'une échelle, ce que ça veut dire, qu'à travers l'association de la personne elle-même. Et je vais vous expliquer comment on fait pour contempler un rêve. Vraiment, 1, 2, 3. De manière très, très claire. Après, ce que je peux juste dire, c'est qu'il y a différentes sortes de rêves. Nous avons des rêves à répétition. Par exemple, je refais toujours le même style de rêve et c'est toujours le même thème qui revient. Les rêves à répétition, en général, sont là pour nous dire « réveille-toi ». Si je rêve à nouveau, c'est que le rêve pousse pour dire « t'as pas encore réglé ce problème, regarde-le ». Tu ne le regardes pas dans ce sens, on apportera un autre truc pour que tu le vois. Donc, un rêve qui persiste, c'est qui veut nous dire allez, regarde-moi, j'ai quelque chose à te dire. Donc ça, c'est une sorte de rêve. Nous avons aussi des rêves qui s'appellent compensatoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je vous ai parlé du soi, de l'autre en fait, à l'intérieur de moi, face au moi, et que souvent, le rêve va être là pour compenser une réalité qu'il y a dans mon monde matériel. C'est-à-dire, je vous donne un exemple d'hier. Tout simple, un patient à moi qui est au centre de détenus. Alors, bien entendu, je suis criminologue et je gère un centre de détenus, mais ils sont eux aussi abîmés par mes idées, donc ils rêvent tous là-bas. Ils n'ont pas le choix. Et donc, un de mes patients apporte un rêve en groupe et il raconte qu'il ne comprend pas du tout. Donc, c'est quelqu'un déjà qui a un certain nombre d'années, il a 42 ans, toxicomane depuis tout jeune. Du coup, prison, etc. Et il dit, je ne comprends pas du tout, parce que moi, je vais très bien avec mon père, mais je viens de faire un rêve atroce où
mon père me demandait que je lui pardonne, mais je lui ai pardonné, mon père. Il me demande que je lui pardonne dans le rêve, et il se met des coups de choc électrique. Et le pire de tout, c'est que moi aussi, je continue à lui donner des chocs électriques, à lui faire mal, quoi. Et donc, quand il raconte le rêve, il dit, je comprends pas, mais moi, j'ai aucun problème avec mon père, ça fait bien longtemps que je lui ai pardonné. Donc là, on voit quelque chose où le moi conscient, j'ai aucun problème avec mon père, je m'entends très bien. Et l'inconscient est là pour lui dire, hé mon coco, réveille-toi, tu es plein de colère. Il serait temps que tu lâches ta colère si tu veux vraiment faire la paix avec ton père. Et si toi, tu n'es pas capable de le faire, alors dans le rêve, on va te faire ressentir cette colère. On va te faire extérioriser cette colère que tu n'es pas capable, tu ne peux pas, pour différentes raisons, faire dans la réalité. Le rêve compense. Okay. Un autre exemple de compensation, j'ai une patiente, il y a longtemps, j'avais une patiente qui a perdu son mari, Almanat Sal, qui a perdu son mari à l'armée, elle était enceinte, elle avait un petit garçon, vraiment très difficile, comme malheureusement ce qui se passe en Israël des fois. Et elle a perdu son mari quand elle était enceinte avec un petit garçon. Aujourd'hui, ses enfants sont grands, hein, ça fait longtemps. Et ce qui est incroyable, c'est que donc, pendant la période de deuil, la première année qui était très très difficile, toutes les nuits, elle rêvait que son mari était là et qu'il vivait une vie magnifique. Le rêve lui faisait continuer à compenser la douleur de la réalité avec un ressenti de son mari dans le rêve. Et ces 15 jours, elle était chez moi en thérapie et puis au bout de, je ne sais plus exactement combien de temps, elle est venue très heureuse en me disant, ça y est, j'ai rêvé et dans mon rêve, je rêvais qu'on m'annonçait la mort de mon mari. C'est-à-dire que enfin, elle était capable, et aussi dans son inconscient et aussi dans la réalité, de ressentir le décès de son mari. Mais pas au début, comme si pendant la première année, elle avait encore besoin de cette force et le rêve était là pour compenser. Donc, on a des rêves des fois compensateurs, ou alors des rêves qui, si jamais une personne est extrêmement dans un sens, dans un trait de caractère qui est extrêmement extrême, eh bien, le rêve va apporter, en général, le soi nous apporte un autre point de vue. On va nous apporter l'inverse pour équilibrer. Voilà. Après, il y a des grands rêves. Ce sont les rêves où on se réveille, on se dit, oh là là, des rêves qui sont beaucoup plus collectifs, qui ne nous font pas rêver de notre personne, mais qui font rêver de quelque chose de bien plus grand. Donc, on nous pose la question de savoir, Ronit, est-ce que c'est tout la même chose? Est-ce que les rêves, les cauchemars, les intuitions, les bouffées psychotiques, enfin, tout ce qui a affaire à l'inconscient, tout est lié, c'est la même chose? En fin de compte, tout ça rentre sous la catégorie des rêves ou ce sont des choses différentes? Alors non, ce sont des choses différentes parce que il est très important de voir quand le rêve est là, est-ce que c'est pas mon ego qui l'a dirigé? On sait que quand on rêve, l'ego est complètement endormi, il se rend complètement. Donc là, vraiment, on a l'inconscient qui peut s'exprimer. Maintenant, c'est vrai que des fois, par exemple, des situations psychotiques, ce sont des personnes qui vivent à l'intérieur de leur inconscient. C'est-à-dire qu'ils ont... Ce qui est important dans le rêve, c'est pas le rêve. Alors, vous ne comprenez plus rien. Je vais expliquer. Ce qui est important dans le rêve, c'est la dialectique. C'est le dialogue entre le rêve et le moi conscient. Si jamais il n'y a plus de moi, c'est-à-dire que si la personne est totalement psychotique et qu'elle n'est plus du tout consciente d'elle-même, alors oui, on a un inconscient total, mais c'est le chaos, c'est tohu vavohu. On a besoin des deux entités pour comprendre le dialogue qui s'échange et c'est à travers ce dialogue qu'on va pouvoir avancer. Si je n'ai que de l'inconscient, ça ne m'aide pas. Si je n'ai que du conscient, ça ne m'aide pas. Je vais donner une image. Pensez que l'inconscient, c'est comme une mer immense. C'est une mer immense, pleine de richesses. On ne sait pas ce qu'il y a. C'est profond, ça ne finit pas. C'est infini et c'est immense. Le conscient, mon ego, le moi ego, c'est une petite île. Toute petite qui, quand on devient adulte, grandit un tout petit peu. Donc, une île, imaginez une île au milieu d'une mer immense. Pour que l'île soit pleine de verdure, des oiseaux, des fleurs, etc., il lui faut de l'eau. On est d'accord. Donc, il faut un lien entre la mer, il faut qu'elle puise l'eau, l'inconscient, pour que elle puisse fleurir
etc. Pour que notre moi conscient puisse avancer. Mais s'il y a trop d'eau, pensez aux personnes qui boivent. Alors moi, je m'occupe de la toxicomanie. Les personnes qui boivent ou qui prennent de l'alcool et des drogues. En général, pourquoi on parle des artistes qui aiment prendre ce genre de substances pour tout d'un coup créer? Parce qu'ils ont plus d'accès à l'inconscient. L'inconscient, c'est comme si que l'eau, comment on dit le miflas de l'eau, Le niveau. le niveau de l'eau monte un tout petit peu. C'est génial. Du coup, il y a plus, notre île devient plus verte. Par contre, s'il y a un tsunami et qu'il n'y a plus de moi conscient, avant l'inconscient, Yofi, mais il m'aide à rien, je me perds. Par exemple, souvent on me dit, mais quel rapport? Tu t'occupes de droguer et puis tu analyses le rêve. Comment? Quel lien? Alors pour moi, les drogués, c'est des personnes qui sont parties dans l'inconscient pour chercher des réponses, mais ils y sont perdus. Il n'y avait plus de moi conscient assez stable. Vous vous rappelez, vous connaissez peut-être dans la Kabbale, il y a l'histoire du Pardes. Je ne sais pas si tout le monde se souvient, enfin, il y a une histoire comme ça qu'il y avait, bon, je ne me rappelle plus tous les rabbinim, Rabbi Akiva et encore plusieurs rabbinim qui sont rentrés dans le Pardes. Le Pardes, ça représente comme un jardin. Mais en Kabbalah, on parle de quelque chose de bien plus profond. Et je ne vais pas rentrer dans ce que veut dire, parce que Perej Dalet sa mère, ça veut dire certaines choses, mais je ne vais pas y rentrer, on n'a pas le temps pour l'instant. Mais en tout cas, ils sont rentrés, c'est comme si qu'ils étaient rentrés dans un monde, mais ils n'ont pas pu, enfin pas tous ont pu y ressortir. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir revenir à moi-même, c'est de pouvoir puiser l'enseignement. Sinon, l'inconscient, c'est bien beau, mais enfin, pour nous, ça ne nous sert plus à grand-chose. Voilà, il ne faut pas s'y perdre. Oui, mais on est souvent déstabilisé au lendemain d'un rêve. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours, comme tu l'as dit, à Pitaron, Oler, Achare, Apé. On n'a pas toujours on n'a pas tous Yosef Hatzadi qui est à côté de nous. Exact. On va dans la tradition, j'allais dire juif nord-africaine, il faut évidemment toujours raconter un rêve à quelqu'un qui te veut du bien, mais ça ne suffit pas. C'est bien pour nous rassurer, parce qu'il va nous dire, parce qu'il sait qu'il ne doit rien dire de mal, mais il y a souvent des gens qui ont du mal à vivre. Et donc, toi, ce que tu conseilles à ces gens-là, c'est d'abord, rassurez-vous, le rêve travaille. Avec un interprète ou sans interprète, le rêve est là pour nous faire avancer. Il travaille tout seul. Il n'a pas vraiment besoin de l'ego. C'est-à-dire que même si on ne fait pas un travail d'interprétation, ça avance. Après, ça avance peut-être plus doucement. C'est évident que si le moi en prend conscience, on sera plus actif dans le sens de la guérison, etc. Mais, encore une fois, le rêve travaille tout seul. Ce qui est vrai, c'est que peu importe l'interprétation, si on cherche à quand même avoir un peu une explication, il vaut mieux aller vers quelqu'un qui, encore une fois, je répète, une personne bienveillante. Voilà, je me rends compte que nous n'avons vraiment plus beaucoup de temps. Il y a quelques questions. Comment on explique les rêves prédictifs? Et la question concernant l'exemple que tu as donné pour la femme qui a perdu son mari, est-ce que ce n'est pas le désir de la chose qu'elle voulait en fait? C'est pour ça qu'elle rêve. Bien sûr, c'est aussi le désir, le besoin d'être encore attaché à la personne qui est disparue, bien entendu. Mais le rêve permet ça, comme si qu'il lui faisait un détachement plus lent. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'à un moment donné, même dans le rêve, elle a pu revivre, malheureusement, cette perte. Et là, tout d'un coup, elle s'est sentie une. Là, c'était le moment où vraiment elle a pu passer à autre chose. Je vais vous donner un autre exemple comme ça de compensation. Une jeune femme qui se marie et pendant 1 an, elle rêve de son mariage. J'exagère quand je dis 1 an, c'était 1 ou 2 mois. C'est-à-dire qu'elle était déjà mariée. Le mariage s'est passé, etc., etc. En tout cas, dans son moi conscient. Et le rêve, à chaque fois, ramène au mariage. Donc, c'est possible que dans son inconscient, il y avait encore quelque chose de blocage qui ne lui faisait pas, enfin, c'était pas encore marié jusqu'à Adassof, complètement. Il fallait encore travailler sur certaines choses pour vraiment devenir cette jeune femme qui passe de la jeune femme à la jeune femme mariée.
qu'est-ce qu'il fallait travailler? Bon, ça, c'était certaines choses que du coup, le rêve a éveillé. La famille, etc., qui étaient encore là entre les deux jeunes mariés et qu'il fallait un peu travailler la séparation pour enfin pouvoir se sentir mariés, bien qu'elle était déjà passée sur la coupa dans la réalité. Voilà. Il y a d'autres questions importantes? Des questions concernant les rêves prédictifs ou prémonitoires. Alors, c'est ce que j'ai dit, les rêves prémonitoires. Encore une fois, dans la Torah, on parle du fait que le rêve, c'est ce qui reste de la prophétie. C'est 1/60 de la prophétie. En fait, nous serions tous capables d'être prophètes en potentiel. Puisque l'inconscient collectif n'a pas de temps, ni passé, ni présent, ni futur, qu'il voit beaucoup plus large et que du coup, avec cette vision beaucoup plus large, il est évident qu'il sait que dans tant de temps, il va se passer certaines choses. OK? Maintenant, si jamais j'ai pas cette connexion à toute cette sagesse, je ne vois que peu d'actes et je ne peux pas prédire. Mais dès que notre moi qui est complètement, comment dire, tarabusqué par tous les bruits du jour le jour, le statut, l'argent, nanana, fait abstraction de tout ça et laisse l'inconscient le diriger, c'est possible que tout d'un coup remonte une vision, une prémonition de quelque chose de tellement clair et tellement évident. Si jamais, lorsqu'il prend le temps de le voir, si j'ose dire, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, d'autres questions? Est-ce qu'on peut choisir influencer en tout cas, influencer ce dont on va rêver. Alors, c'est vrai que d'abord, il y a toute une approche qui parle de rêve lucide. Personnellement, c'est vrai que c'est impressionnant, j'avoue. Rêver les yeux ouverts, quoi. Bref, je décide maintenant de rêver, je me mets un peu en position et je rêve. Le problème avec les rêves lucides, c'est que, à mon avis, notre ego est tellement fort que je vais rêver ce que mon ego il a envie que je rêve. Je vais plus m'imaginer, fantasmer sur certaines choses. Et moi, je trouve que l'importance du rêve, c'est d'Afka neutraliser mon ego et voir ce qui émerge quand mon ego n'est pas aux commandes. Les rêves lucides, on ne sait pas trop qui vraiment est aux commandes. C'est vraiment compliqué d'être lucide, pas totalement endormi, et vraiment de faire abstraction de son ego. Il y a des personnes qui sont capables, mais ce n'est pas évident pour qu'un rêve lucide arrive. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est alors ça c'est impressionnant, j'avoue que ça ne m'a pas marché tout de suite, mais c'est d'influencer son rêve. C'est-à-dire que je vais dormir et je veux rêver d'une telle problématique qui me tient à cœur, et je me dis, j'aimerais bien rêver de ça, parce qu'au moins peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer. Encore une fois, dans la tradition kabbaliste, il y a la possibilité d'écrire un rêve et de le mettre sous son coussin. Ça marche. Enfin, pas pour tout le monde, il faut être à l'intérieur des rêves, il faut un peu être. C'est comme des muscles qui faut travailler, mais oui. Dans le même ordre d'idées, on nous pose la question de savoir la dimension de la méditation se rapproche de ce genre de choses ou pas du tout? Non. La méditation, c'est faire le vide. D'accord. La méditation, c'est très important, mais c'est autre chose. C'est oui, aussi, la méditation nous fait aussi prendre conscience que notre moi, notre ego, c'est pas lui le maître. Il y a autre chose. C'est clairement important parce que ça nous permet de devenir un peu plus humble et de bien comprendre que notre ego n'est pas le maître de tout. La méditation nous permet aussi de nous connecter au maintenant, ne pas être sans arrêt avec des pensées du passé, de quelque chose de beaucoup plus calme, de comprendre un peu la simple personne que nous sommes et pas faire un monde de tout, parce que de toute façon, tout ça, ce n'est rien. Ce n'est que des impressions de choses extrêmement importantes. Donc ça, c'est important. Mais c'est comme si c'était d'Afka un moment d'entre-deux. L'inconscient, il parle, il travaille, il y a des faits, alors que la méditation, c'est silence. La méditation, si jamais je pouvais un peu faire
Encore une fois, c'est quelque chose qui me vient maintenant à l'esprit. Je ne sais pas si c'est juste ce que je vais dire, mais ça serait un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez, on parle aussi dans la tradition juive que quand Dieu a voulu créer le monde, il a dû, il a dû se retirer. Voilà, se retirer pour qu'il y ait une création. Eh bien, la méditation, je pense que c'est le moment où on se retire et qu'il n'y a pas encore de création. C'est-à-dire c'est cet entre-deux qui est un moment très privilégié, hein, cet entre-deux. Ça arrive aussi quand on parle de... C'est un temps qui est très précieux. On parle beaucoup aussi dans la tradition juive du crépuscule, du Erev, ça veut dire la journée de demain commence déjà ce soir. Les passages. D'ailleurs, l'hébreu, c'est Ivri. Ivri, c'est celui qui traverse. C'est des temps extrêmement précieux, mais c'est pas le rêve. Voilà. Donc, je crois qu'on va essayer de pouvoir dormir ce soir. Ce que je souhaite à tous, c'est Chalomot Paz, des rêves d'or, des beaux rêves. Je remercie évidemment Ronit pour cette initiation, j'allais dire, très courte, mais je crois qu'il éveille en nous. On n'a pas eu le temps malheureusement, mais je vous invite une prochaine fois à un atelier. En tout cas, il y a des gens, Ronit, qui sont intéressés à garder le contact avec vous pour différentes choses. Vous lirez les chats. À la question qu'on nous a demandé, je n'ai pas eu le temps de dire que nos conférences seront visibles en permanence sur notre page Facebook, à la galerie des films. Et donc, en parallèle, cette conférence était aussi en Facebook Live, elle sera en Facebook différé. Et qu'on se retrouve dès dimanche pour un sujet beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus technique, j'allais dire, avec une rencontre, Yasmine, avec la ville de Beersheva, je crois, dimanche à 11h, c'est bien ça? Dimanche à 11h, avec Ruth Haddad de la mairie de Beersheva. On va connaître un petit peu plus sur la capitale de Negev, la ville de... Voilà. Donc, comme vous voyez, on jongle avec énormément de sujets. Notre but est effectivement de garder le contact avec le monde. Alors, je vais juste dire que je vais quand même prendre le temps de regarder les chats et de répondre. Si je peux, si je ne sais pas, il y a une page Facebook où on peut répondre? Là j'ai écrit ton email dans le chat. On peut prendre encore quelques minutes pour essayer de voir si tu veux répondre à quelques questions. Je crois qu'on est passé sur... Il y a des grandes questions philosophiques que je n'ai pas retenues parce qu'elles demanderaient un développement très important sur la psychanalyse jungienne par rapport à d'autres, etc. Oui, donc ça, c'est vraiment un cours. C'est un sujet à part. Évidemment pas le propos ce soir. C'était vraiment une simple approche, une petite initiative. Je vais quand même dire, d'abord, vous avez mon mail, donc n'hésitez pas, toutes les personnes qui ont posé des questions et qui veulent que je lui réponde, vraiment sans aucun problème, écrivez-moi sur mail. Yasmine, tu mets le mail, là? Ça y est, c'est fait. J'ai mis l'adresse mail et j'envoie avec l'enregistrement, j'enverrai aussi à toutes les personnes inscrites ton email à nouveau, s'il y a ton numéro de téléphone. Sur mon email, mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler par WhatsApp sans aucun problème de France à Israël. Et avec plaisir, je répondrai. Par contre, ce que j'aimerais juste dire, c'est que je vais vous donner juste des pistes si vous voulez contempler votre rêve. Je vais dire 1, 2, 3, 4 et avec ça, je vous dirai Chalomot Paz et faites de beaux rêves. Premièrement, n'hésitez pas à raconter tous les détails de vos rêves. Les détails sont importants. On a tendance à aller trop vite. Deuxièmement, le feeling tone, c'est-à-dire toute l'émotion principale qu'il y avait dans le rêve. Troisièmement, le cadre. Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est le jour? C'est dehors? C'est à l'intérieur? Très important. Quatrièmement, le moi du rêveur, c'est-à-dire notre ego, c'est nous-mêmes dans le rêve. Est-ce que nous sommes actifs dans le rêve? Est-ce que nous sommes passifs? Quelquefois, nous ne faisons pas partie du rêve, on est juste spectateur du dessus. C'est important aussi d'en prendre compte. Une autre chose qui est importante, quand on se réveille, le ressenti au réveil. Parce que c'est très possible qu'on fasse un rêve horrible et qu'on se réveille et qu'on dise « Ah ouais, j'ai rêvé d'un rêve horrible ». Et ça aussi, c'est important. Autre chose, c'est se poser la question « Qu'est-ce que le rêve m'apporte de plus que ce que je sais déjà ?» C'est vraiment être dans ce questionnement. Et ensuite, comment on fait en fait?
Petit à petit, étape par étape, la personne me raconte le rêve et je vais la questionner sur chaque petite chose du rêve. Par exemple, j'ai rêvé d'une échelle. Qu'est-ce que c'est une échelle pour toi? Ah, une échelle pour moi, c'est tomber. Ok, qu'est-ce que ça veut dire tomber? Est-ce que ça t'évoque des souvenirs? Et laissez votre mental aller vers tout ce que ça peut vous évoquer. Écrivez ce que chaque chose vous évoque. C'est en fait le symbole qu'on essaye de comprendre. C'est le langage du symbole qui se réveille en fait. Vraiment tout ce qui monte à l'esprit. Et vous verrez très vite que d'une échelle que vous pensez technique, tout d'un coup, vous allez peut-être vous souvenir du fait que quand vous aviez 5 ans, eh bien, vous étiez, je ne sais pas où, il y avait une échelle et tout d'un coup, il y a un souvenir de l'enfance qui va remonter. C'est vraiment cette association d'idées qui est importante, de souvenirs et de qu'est-ce que ça m'évoque, tel symbole. Petit à petit, on passe de symbole à un symbole, vraiment de chaque petite chose. Très souvent, on va se rendre compte qu'on pense qu'un rêve est tout simple. Je rêvais d'un truc. Il est extrêmement révélateur. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on pose des questions, tout d'un coup, par exemple, si je rêve de, je sais pas, de ma sœur ou de mon frère, on va tout de suite dire, alors, c'est qui ta sœur? Qu'est-ce que tu penses de ta sœur? Qu'est-ce qu'elle est pour toi? Quand c'est une amie ou un personnage, on va essayer de voir quel est le trait de caractère de cette personne. Pourquoi, en fait, je l'ai mise en scène? Des fois, c'est des personnes complètement anodines de notre bureau et tout d'un coup, elles débarquent dans mon rêve. Qu'est-ce qu'il y a en elle ou peut-être quel trait de caractère je veux faire entrer dans ce rêve? Autre chose quand même qui est important, c'est aussi souvent des personnages qu'on voit dans nos rêves qu'on ne connaît pas. Une femme, un homme, mais ils ne font pas partie de ma réalité. Alors dans ce cas-là, si ce ne sont pas des réelles personnes, ce sont des parts de moi. Si c'est une femme complètement faux-folle ou complètement, par exemple, je ne sais pas, très sauvage dont j'ai rêvé, ça peut faire référence à un trait de caractère ou une part de moi qui est en train de s'éveiller en moi, qu'il faudrait peut-être que je connaisse, que je prenne en compte. Ce qu'elle fait dans le rêve va être très révélateur. Et voilà, ce qui est très important, c'est le processus. Très souvent, l'analyse, en fin de compte, est presque moins importante que tout ce processus-là qui petit à petit va vous faire prendre conscience de certaines choses, de souvenirs qui vont venir se greffer tout d'un coup. Et si jamais on va tout doucement, eh bien tout simplement, le sens du rêve, c'est comme si qu'il se dévoile à nous. La plupart du temps, quand on me raconte un rêve, au départ, je n'ai aucune idée de ce que veut dire le rêve de la personne. Vraiment, je commence, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je fais confiance au processus, je me dis, de toute façon, c'est pas moi, c'est le soi. On va ensemble voir ce que le soi veut nous dire. Moi, j'en sais rien. Et vraiment, tout doucement, je pose question après question. Et du coup, la personne, elle me dit, ah ben, c'est marrant, ça me fait penser à ça. Ah ben. Et petit à petit, j'accumule tout ce que la personne me dit. Et on reprend le rêve du début avec la signification que la personne a donnée, parce qu'en fait, elle donne signification à chaque symbole, à chaque personnage. Et tout simplement, c'est assez impressionnant, le sens du rêve se dévoile à nous. Vraiment de cette manière-là. Voilà. Et puis des fois, on ne comprend pas, et en général, si on ne comprend pas, il faut se dire qu'un nouveau rêve viendra pour éclairer le précédent. Voilà. Merci beaucoup à vous. Je suis vraiment désolée qu'on n'ait pas pu le faire en live, mais peut-être une prochaine fois. Et Shiel Lachem, Chalomot Paz, ayez de beaux rêves. À très bientôt. Et n'appelez pas tous demain matin en essayant de noter vos rêves. Shabbat Shalom, bonne soirée. Bye, Toda, Ronit, היה מרתק. תודה רבה, רונית. ביי, שבת שלום. Shabbat shalom.